Silence. Bien, mettez-vous par deux et travaillez votre triangle pendant que je vous fais la leçon du jour. Aujourd'hui, vous plongez avec moi dans l'histoire du bras droit du futur roi des pirates, Roronoa Zoro, alias le chasseur de primes. Ou le GOAT Sensei, ça marche aussi. On va attendre encore un peu pour ça, Léo. Mais c'est vrai que Zoro n'est pas n'importe qui. Entre une détermination exacerbée par une promesse, un style atypique, une férocité sans égale, une loyauté à toute épreuve et un sens de l'orientation éclaté au sol, plongeons ensemble dans son récit. Pour Zoro, tout commence dans un dojo. Enfant bagarreur devant l'éternel et arrogant au possible, il est persuadé qu'il deviendra le plus fort des épéistes au monde. Cette arrogance est certainement exacerbée par le fait qu'il soit capable de tabasser des pères de famille comme si ces derniers lui devaient de l'argent dès le plus jeune âge. Et c'est alors qu'il va rencontrer Kuina, enfant légèrement plus âgé que lui, même rêve et surtout très talentueuse dans le maniement de l'épée. Pour couronner le tout, c'est une fille. Zoro ne pas perdre. C'est impossible, pas vrai 2001 fois. C'est le nombre de fois où elle climatisera le jeune impertinent. Mais cette rivalité les poussera tous les deux à travailler dur pour s'élever. D'ailleurs, leur sensei se fera la remarque que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver car Kuina est en train de perdre la flamme dans son art. Mais cette dernière était à présent ravivée. Quant à Zoro, bien que restant confiant en ses capacités, il sera plus humble et féroce dans son grind pour atteindre ses objectifs. Lors de leur dernier affrontement se concluant sur une nouvelle défaite, Zoro s'effondre en larmes. Cependant, la gamine estime que c'est elle qui devrait pleurer de frustration. Car tôt ou tard, avec leur puberté respective, Zoro la dépassera. C'est la goutte de trop pour le jeune homme, estimant que ce propos était une insulte envers l'entraînement infernal qu'il s'infligeait pour la battre. L'art du sabre n'est pas qu'une question d'anatomie, les compétences et le talent en soi sont tout aussi importants. Hors de question qu'elle lui sorte cette excuse si jamais il l'emportait face à elle à l'âge adulte. Ainsi, ils se feront la promesse solennelle que l'un d'entre eux devra devenir le meilleur sabreur au monde, peu importe les épreuves à franchir pour atteindre ce statut. Cette promesse pure, presque naïve entre deux enfants, partageant le même rêve, ne pourra malheureusement être portée que par un seul d'entre eux. En effet, Kuina va perdre la vie lors d'un tragique incident. Zoro se retrouve meurtri, ayant perdu son ami et rival brutalement, et cela sans avoir jamais pu gagner une seule fois contre elle. Enfant, elle était son objectif à atteindre. Désormais, elle sera témoin de ses accomplissements depuis l'autre monde. Leur sensei va confier Wado Ishimonji à Zoro face à la détermination que ce dernier affiche. C'est ce que Kuina aurait probablement voulu après tout. Et c'est suite à cet incident que Zoro décide de mettre au point sa technique à 3 sabres pour devenir encore plus fort. Wado Ishimonji étant symboliquement le sabre qu'il met en bouche lorsqu'il se bat à 3 lames. Je deviendrai le meilleur épéiste du monde. Pour nous deux. Ce serment, Zoro va le sceller non pas avec des mots, mais avec du sang, de la sueur et des larmes. Il n'a même pas encore rencontré Luffy et c'est déjà tendu. C'est vrai Léo. D'ailleurs parlons-en de leur première rencontre. Car comme les personnages au sein de l'œuvre aiment le souligner, Zoro n'est pas le genre d'homme à suivre autrui. Dans un petit village, sous le joug d'un capitaine corrompu de la marine du nom de Morgan, le pirate au chapeau de paille fait une rencontre qui changera sa destinée. Luffy, fraîchement embarqué dans son aventure, entend parler d'un chasseur de pirates redouté, Roronoa Zoro. Enchaîné et affamé, mais fier et indomptable. Là où les autres voient un criminel, Luffy y voit un potentiel frère d'armes. Face à l'arrogance d'Elmep, Luffy frappe fort, sans hésiter. Ce geste simple mais puissant intrigue Zoro. Luffy n'est pas un pirate ordinaire, et quand il lui tend la main avec un rêve encore plus grand que le sien, devenir le roi des pirates, Zoro accepte. Mais pas sans condition. Si tu me fais renoncer à mon rêve, je te trancherai. À ce moment précis, leur alliance est scellée. 2 rêves, 2 volontés inébranlables, un seul cap, le sommet. Retenez ça les jeunes. On peut parler ici d'une relation win-win. Cette relation, quand on connaît les tenants et surtout aboutissants en 2025, est une relation incroyable. Leur rencontre est une émulation mutuelle qui est destinée à les mener dans les plus hautes sphères de la piraterie. Leur duo dépasse même le cadre de One Piece, car Zoro et Luffy sont mis aux côtés d'autres binômes à succès. Goku, Vegeta, Naruto, Sasuke, Gon, Killua, les frères Elric. Oh là là, que des légendes, vraiment. Reprenons. Le chemin vers le sommet est parsemé d'embûches. Et c'est au sein du Barras, restaurant des mers, que le destin frappe à nouveau. Alors que la bataille fait rage contre Don Krieg, une embarcation en forme de cercueil dérive lentement. Dracul Mihawk, alias Œil de Faucon, portant le statut de grand corsaire, se présente officiellement au lecteur. L'ambiance change. L'homme à l'épée noire entre en scène, calme, presque ennuyé. Zoro, sans hésiter une seule seconde, se dresse devant lui. C'est l'homme qu'il cherche, l'objectif de sa vie. Il dégaine ses sabres et lance un défi. Un duel à mort face au meilleur épéiste au monde. Luffy est inquiet, mais sait qu'il ne doit pas intervenir quoi qu'il arrive.
Cela témoigne du respect qu'il porte à son premier camarade. Mais face à lui, Mihawk ne sort même pas sa lame principale. Pire, il utilise un ridicule canif en apparence. Il prévient le jeune bretteur en amont qu'il n'utilise pas sa véritable lame, c'est parce que le niveau qui les sépare est abyssal. Zoro, vexé, se bat de toutes ses forces. Mais rien à faire, il est vaincu, et il le sait. Mihawk admire son courage et décide de lui faire honneur en sortant sa lame noire légendaire, Yoru. Et alors que Zoro refuse de tourner le dos à la défaite, car un coup dans le dos, c'est le déshonneur pour un escrimeur, il encaisse l'attaque du meilleur épéiste du monde, lui laissant une blessure terrible en pleine poitrine. En tombant, larmes aux yeux, sabre brandi, il promet à son capitaine qu'il ne perdra plus jamais. Mihawk, impressionné, lui laisse la vie, et ses mots résonnent encore. Surpasse-moi, Roronoa Zoro. Ah, les frissons. Mais Sensei, on peut dire que Mihawk est un aura farmer. Non mais sérieusement, au-delà de son flow incroyable, qu'est-ce qu'il fichait sur East Blue? On dirait un boss de fin de jeu qui revient dans la ville de départ. Le flex est un petit peu forcé quand même, non? Ne trompe-toi, Léo. Je pense que cet aura farming avait une utilité. Zoro a inspiré la terreur sur East Blue en tant que chasseur de primes. Mais on le sait, East Blue, c'est souvent mentionné comme étant la mère la plus faible de One Piece. Le fait que Mihawk le détruise aussi violemment avec un tout petit couteau, face à ses 3 sabres, dont Wado et Shimonji, sabres de qualité supérieure, c'est un bon rappel que la lame sera au niveau de celui qui la manie. Zoro était selon moi à l'image de la grenouille au fond du puits. Le fait d'être confronté aussi vite à la réalité de son verse était bénéfique. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait suivant les jeunes. Zoro a eu beaucoup de chance. En effet, bien qu'il s'agissait d'un duel à mort, Mihawk est un faucon profondément ennuyé au sommet de sa montagne. Il épargne la proie fragile qu'est Zoro à ce stade de l'œuvre, car il a besoin de nouveaux challengers et le potentiel latent de Zoro était trop grand pour l'éteindre ici. S'il avait été simplement une machine à tuer, l'aventure de Zoro s'arrêtait ici. Il faut faire preuve de discernement, il n'y a aucune honte à avouer qu'on n'est pas assez fort pour l'instant. Cela permet de se préparer et de revenir prêt à en découdre. D'ailleurs, c'est ce que lui et l'équipage vont faire, mais on en reparlera au moment de l'élite des 2 ans. Reprenons, car à partir de là, chaque combat devient une étape pour Zoro. Le duel face à Octi a permis de rappeler, si cela était nécessaire, qu'avoir plus de sabres ne garantit pas la victoire. Le visage effrayé d'Arlong en voyant que Zoro a mis à mal toute sa bande en n'étant même pas à la moitié de ses capacités suite aux séquelles laissées par la défaite contre Mihawk, nous rappelle qu'en plus de sa maîtrise, c'est la détermination à gagner pour avancer qui maintient Zoro debout. À Lockdown, il obtient enfin 2 nouveaux sabres, Yubashiri, une bonne lame, et surtout Sandai Kitetsu. Lame à très gros potentiel mais maudite. On dit que quiconque possède un Kitetsu est condamné à mourir dans d'atroces souffrances. Zoro capable de ressentir la volonté des épées, met alors le Kitetsu au défi, dans une scène iconique. Sa chance face au fléau. Et il gagne. Certains diront qu'il est faux allié, que c'est un malade. Moi je préfère leur répondre qu'il a quand même une sacrée paire de coco. L'est-il? Eh ben, mais il faut que je teste différentes façons de placer mon triangle moi. Ho ho ho. Enfin bref, nous y sommes enfin. Zoro et l'ensemble du crew sont enfin sur Grand Line, et parmi leurs multiples péripéties, si chaque aventure vécue fera grandir chaque membre de l'équipage en tant qu'humain, pour moi, à titre individuel, c'est sur la terre natale de Vivi que Zoro vit son moment bascule en tant qu'épéiste. Nous sommes à Alabasta, le pays brûle, déchiré par la guerre. Pendant que Luffy affronte Crocodile, Zoro fait face à un obstacle qui semble tout simplement impossible à trancher. Das Bones, alias Mr. One, n'est pas un adversaire ordinaire, c'est un homme lame, littéralement. Son corps entier est fait d'acier, Zoro lui n'a que ses sabres, et une volonté de fer. Le combat est brutal, sanglant. Zoro est taillé, lacéré, presque brisé, mais il tient bon. Ce n'est pas juste un combat, c'est une épreuve, une frontière à franchir. Un épéiste peut-il vraiment couper l'acier? Alors au milieu des ruines, ensanglanté, Zoro entre dans un état de lucidité absolue. Il se rappelle les mots de son maître. Il y a une chose que tu dois apprendre avant de pouvoir couper l'acier, c'est de savoir quand ne pas couper. Dans un silence total, il ressent tout. Le souffle du vent, le battement des pierres. Et là, il tranche avec volonté et précision. Une seule attaque, un seul instant. Et Mr. One tombe, avec ce qui deviendra une technique iconique de Zoro. Shishisanson, la danse du lion. Une technique de Yaido, où le but est d'anticiper le prochain mouvement adverse et de dégainer l'épée de son fourreau d'un seul geste fluide et maîtrisé. Ce jour-là, Zoro ne va pas qu'un ennemi, il franchit un cap, et il devient un véritable épéiste, un homme capable de couper ce qui semble impossible. Le fait de ressentir avant d'agir, concentrer sa volonté et son focus sur l'objet tenant son ambition, c'est-à-dire le katana dans le cas de Zoro. Oui, avec le recul, je pense que nous pouvons parler des prémices du haki. Le mérite est irréparable, l'équipage est en morceaux, et Zoro, pilé de chapeau de paille, observe en silence. Il regarde Usopp exploser de colère, défie le capitaine et tout envoyer valser pour un navire qui ne peut plus avancer. Zoro ne dit rien au début,
Ce n'est pas son rôle d'intervenir dans un moment aussi personnel. Mais ce qu'il voit l'inquiète fortement. Chose rare, Luffy hésite. Le capitaine doute. Il souffre. Et ça, Zoro l'entend. Mais il comprend également la gravité de la situation. Plus tard, Zoro finit par prendre la parole. Pas avec des cris, mais avec un calme et une froideur lucide qui le définissent dans les moments clés. Tu es le capitaine. Si tu flanches maintenant, nous ne pourrons plus te suivre. Il n'est pas question de fierté mal placée ici, mais de respect. Il en avait déjà parlé avec Chopper à Alabasta. Chacun des membres a ses aspirations propres, et à leur façon, ils sont tous un peu loups solitaires. Mais celui qui maintient l'équipage ensemble, c'est Luffy, le capitaine. Le fait que ce soit Zoro qui à l'époque ait pris le temps d'expliquer cela à Chopper, dernier arrivé et plus jeune membre de l'équipage, est important à souligner selon moi. Car l'épéiste a toujours eu un côté grand frère avec ce dernier. Chose importante également, le raid mentionne le fait que Usopp ait eu des mots en ce sens en l'encourageant simplement à, je cite, faire de son mieux pour l'équipage, car ce serait suffisant. Ce qui démontre que le pirate au long nez, comme le reste de l'équipage, a parfaitement conscience de cela au moment de la dispute. Mais la colère, la tristesse, la honte mêlée à la douleur suite au coup reçu avec l'incident de la Frankie Family ont obscurci son jugement. Bien que cela soit compréhensible, si Luffy commence à plier devant ses émotions, alors tout s'écroule. Zoro le sait. Si un membre quitte l'équipage après avoir défait ton autorité et que tu le reprends sans poser de conditions, comme si de rien n'était, alors ce jour-là, c'est moi qui partirai. C'est dur, mais c'est nécessaire. Même Sanji, qui n'aura jamais une pour se mettre en désaccord avec Tête de Cactus, sera d'accord et demandera à un ami de comprendre également. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Zoro ne protège pas juste Luffy. Il protège la vision du groupe, le rêve de chacun, la structure invisible qui permet à ce groupe de tenir face aux tempêtes de la piraterie. Ce soir-là, Zoro n'est pas seulement le sabreur, il est l'ombre du capitaine, son second en charge, celui qui veille à ce que Luffy reste Luffy. Et dans le silence, sans le dire, il maintient l'équipage à flot, car Usopp s'excusera et l'équipage repartira de l'avant, plus fort et plus soudé que jamais. Il y a peu de choses plus difficiles que de se disputer avec ses proches, mais savoir confronter frontalement ces derniers lorsqu'il y a clairement un éléphant dans la pièce et agir pour résoudre le problème au sein d'un groupe est une compétence sociale que vous vous devez d'acquérir les jeunes. Et les gars, on n'oublie pas le combat contre Kaku, parce que c'est bien beau d'être le pilier quand le groupe va mal, mais il faut savoir l'être quand il y a une girafe au nez carré qui veut taper des gens. En plus, Ashura les gars, 3 visages, 9 sabres, vous voulez quoi de plus? Non mais c'est vraiment le goût. Bon, dommage qu'il soit raciste, parce qu'entre nous, Miss Monday, Mr. One, la fois où il insulte un homme poisson, King qu'il arrive enfin à battre après qu'il a enlevé son masque, et je raconte même pas tous les trucs, hein, toi-même qui me regarde, on se sait. Sans commentaire. À présent, concentrons-nous sur Thriller Bark, car c'est là-bas que Zoro obtient Shusui, en remplacement de Yubashiri, qui avait été rouillé par le vice-amiral de la marine Shu. L'ensemble de l'équipage survit à la terreur imposée sur l'île, mais Luffy y met un terme. Tous ensemble, bien qu'éreintés, ils sont parvenus à défaire Oz et le grand corsaire Gecko Moria. Ils ont à peine survécu à ce grand corsaire qu'un nouveau apparaît, Bartholomew Kuma. Personne ne peut réellement se battre sauf Zoro. Quand Kuma annonce qu'il doit emmener Luffy, le second se dresse, le corps couvert de blessures, mais avec une détermination plus solide que jamais. Tu veux prendre quelqu'un? Prends-moi. Sanji se relève et tente d'intervenir. Mais Zoro le coupe net, non pas par cruauté, mais conviction. Il ne le fait pas pour être vu, il ne le fait pas pour la gloire, il le fait parce que c'est son rôle le second. Kuma, impressionné, lui propose un marché. Il va extraire toute la douleur et les souffrances de Luffy, et Zoro devra les encaisser pour prouver que sa tête peut compenser celle de son capitaine. Sans hésiter, Zoro accepte. Ce qu'il endure ensuite, je pense qu'aucun mot ne peut vraiment le décrire. Ce n'est plus de la douleur, c'est l'enfer pur et dur. Quand Sanji le retrouve plus tard, il lui demande ce qui s'est passé. Zoro, debout, immobile, dans une mare de son propre sang, lui répond « Rien, il ne s'est rien passé ». Lorsque le capitaine est hors jeu, c'est au second de prendre le relais et de s'assurer de la survie de l'équipage. Zoro nous le démontre une fois de plus. Quand Sanji apprend ce qui s'est passé, il est sous le choc, mais se ressaisit vite. Comprenant parfaitement Zoro, il conscientise pourquoi ce dernier ne souhaite pas que son sacrifice ne s'ébruite. Ce qui est fait est fait. À part attrister l'équipage, ce serait inutile. Ils ont survécu, c'est le principal. Alors oui, rien, il ne s'est rien passé. Ah, décidément, ils s'embrouillent en permanence ces deux-là, mais ils se comprennent tellement parfaitement. Quelle bromance, Sensei, c'est beau. Effectivement, Léo. D'ailleurs, je souhaite que l'on s'attarde un peu plus sur cette bromance, car après tout, ce sont ces deux-là qui complètent le Monster Trio. Oui, j'aime bien Jinbei, le paladin des mers, mais on sait très bien que Sanji va récupérer sa prime, lui permettant de redevenir top 3 des Mugiwara. Même si pour l'instant Zoro aime bien lui rappeler qu'il est quatrième. Que dire sur Zoro et Sanji? La majeure partie du temps, ils ne peuvent pas se blairer. Ils n'en ratent pas une pour se provoquer, et pourtant ils sont inséparables. Ils se comprennent mieux que quiconque et leur rivalité booste l'équipage. Car oui, ne vous y trompez pas, c'est le principal rival de Zoro. Épée ou pas. Mihawk est surtout l'objectif et l'idéal que Zoro cherche à atteindre.
Rien que dans leur tempérament, si Sanji est l'émotion, Zoro est la discipline. Si Sanji est le feu ardent, Zoro est le froid de l'acier. Cela est également visible dans leur manière de considérer la jante féminine. Sanji s'embrasse dès qu'une femme est en danger et est même prêt à se laisser tuer par le sexe opposé plutôt que de lever sa jambe. Zoro, lui, de par son passé avec Kuina, respecte l'esprit guerrier qu'une femme peut porter en elle. Et si elle souhaite le défier et que sa vie est menacée, il n'hésite pas à rendre les coups. Après tout, avez-vous déjà vu une bête féroce promettre de ne jamais mordre? Car lui, il n'en a jamais vu. Mais face à l'adversité, ils sont unis. À Enies Lobby, à Thriller Bark et surtout à Wano où ils ont réalisé ensemble que s'ils gagnaient leurs combats respectifs, Luffy serait le plus proche de devenir le roi des pirates. Quand l'un tombe, l'autre se relève. C'est une rivalité fraternelle. Leur querelle incessante pour des broutilles est bruyante, mais le respect mutuel qu'ils se portent est lui silencieux. Et c'est ça la beauté de leur relation. Ils ne le se diront jamais ouvertement, mais dans le fond, ils se kiffent. Et généralement, quand ils sont ensemble, ça se passe bien pour nos protagonistes. Souvent, on estime que les gens ayant un caractère diamétralement opposé ne peuvent s'entendre. Pourtant, savoir bosser dans une telle opposition peut amener à une complémentarité insoupçonnée. Non, mais c'est sûr, c'est trop bien d'avoir un rival avec tes potes dans le fond. Mais bon, moi je suis le meilleur de ma génération. Miskin. Point faible, je suis trop fort, c'est pas équilibré. C'est mal la puissance. Léo, révise ton kata numéro 7 en boucle jusqu'à la fin de la séance. Mais on peut même plus rigoler en fait, c'est terrible. Exécution. Bon, sinon les jeunes, ça va? Bon, il y a encore du boulot. Mais au moins il y a une réaction. C'est bien, continue à grind les jeunes. Je le reprends. Comme je le disais avant que Léo ait besoin de nous rappeler son talent, quand ils sont ensemble, généralement le Monster Trio s'en sort plutôt bien. Et nous avons connu un moment terrible où malheureusement cela n'a pas suffi. L'archibel Sabandi. Sur cette dernière, suite à l'incident et à l'arrivée coup sur coup d'un amiral puis du corsaire Kuma, encore lui, l'équipage connaît sa plus cuisante défaite et se voit être séparé. Mais dans le monde pirate, une défaite est normalement synonyme de mort ou d'emprisonnement. Le fait qu'ils aient une chance de recommencer en étant mieux préparés cette fois-ci est un luxe qu'aucun membre de l'équipage ne va manquer. Et Tête de Cactus ne sera pas en reste. Lorsque la guerre de Marineford termine, Ace est mort. Barbe Blanche est tombée, le monde vacille. Et Luffy aussi. Zoro, comme le reste de l'équipage, le sait, sans avoir à le voir. Le capitaine est au bord de la rupture et ils ne peuvent rien faire pour lui venir en aide à l'instant T. A fortiori, s'ils reprennent la mer maintenant, au vu de leur niveau, ils mourront tous. Alors pour la première fois, Zoro met son orgueil de côté et fait ce qu'il n'a jamais fait, supplier quelqu'un. Il retourne voir Mihawk pour supplier l'homme qu'il a juré de surpasser de devenir son maître. L'épéiste fier, celui qui a juré de ne jamais reculer, plie le genou. Pas pour son rêve, mais pour celui de Luffy. Et Mihawk comprend. Ce regard, cette détermination, ce n'est pas de la soumission, non. C'est une preuve d'humilité absolue. Une décision prise, les poings serrés. L'entraînement commence. Infernal, brutal. Chaque jour, Zoro affronte la mort, la douleur et surtout le manque d'alcool. Car Mihawk ne rigole pas. Il apprend à manier le haki, à faire corps avec ses lames, à dompter les bêtes de l'île. Il devient plus qu'un épéiste, il devient une arme. Pendant 2 ans, Zoro disparaît, mais dans l'ombre, il se forge pour une seule raison. Revenir plus fort, pour l'équipage, pour Luffy, pour leur rêve d'atteindre le sommet. 2 ans plus tard, Zoro revient, plus fort, plus précis, plus incisif. C'est une arme létale. À adresse Rosa et Fini Pika, géant de pierre, aussi grand qu'une ville, à l'aide de son Sanzen Sekai, en boostant cette dernière à l'aide des enseignements de Mihawk. Le parallèle est beau quand on sait que c'est sur l'échec de cette dernière technique qu'il s'était avoué vaincu face à Mihawk. Et cette fois, aucune de ses lames n'est brisée ou ne serait-ce qu'égratignée. Comme il le constatera par lui-même, sourire aux lèvres, la leçon a bien été retenue. Permettez-moi d'intervenir pour apporter mon expertise. Mais encore vous, monsieur? C'est pas possible, vous êtes entré à quel moment? Pour celui qui maîtrise son timing, tout est instantané. Oh, attends, ça voudrait dire qu'il maîtrise le Tokitobashi de la même manière que Itsama? Et je vis simplement à côté et je lui ai confié le double des clés. Rappelons-nous que chacune des cicatrices du bretteur est synonyme de sacrifice. Au torse, il met sa vie en jeu pour sauver son honneur face à Mihawk. Aux chevilles, il s'apprêtait à se sectionner les jambes afin de sauver l'équipage sur Little Garden. Et puis enfin son œil. Il sacrifie cette fois-ci l'honneur qu'il avait autrefois choisi de défendre au péril de sa vie face à Mihawk. Et ceci dans le but d'obtenir la force de porter son capitaine au sommet et d'honorer sa promesse. Dans la voix du guerrier, il est reconnu que se mutiler permet de symboliser une défaite, un échec ou une trahison. Contrairement aux théories répandues, Zoro n'aurait pas un pouvoir caché ou une technique liée à son œil fermé, mais l'aurait échangé contre ce qui lui manquait pour rester un homme de parole. Et comme le disait Honoré de Balzac, sa teneur était plus importante que sa tenue.
Bon, j'ai fini mon kata, sensei. Comme le monsieur parle là, je vais manger, parce que ça va 5 minutes, mais c'est bon, j'ai trop faim. Mon savoir ayant été porté à votre connaissance, je vous laisse méditer sur cette nouvelle perspective. Mais arrêtez monsieur, je vous ai vu. Non, mais c'est déjà assez dur comme ça, reposez mon onigiri s'il vous plaît. Grave cette blessure émotionnelle au plus profond de ton cœur, afin d'atteindre ce qui demeure au-delà de la force. Oh, Léo parvient à le voir se déplacer malgré sa technique spatio-temporelle. Il m'étonnera toujours ce petit. Ah mais non! Je quitte le dojo la semaine prochaine, c'est pas normal, là c'est trop grave. On me respecte pas, je me fais hagra mon goûter? C'est bon, c'est mort. Mais toute cette puissance engrangée jusqu'ici, c'est sur Onigashima que Zoro va la faire exploser. Alors que Kaido et Big Mom affrontent les supernovas, Zoro, fidèle à son rôle, protège Luffy, épuisé au péril de sa vie. Et pour la première fois depuis des années, il nous ressort sa technique à 9 sabres et 3 visages, Ashura. Il parvient même à blesser Kaido, au point de lui en laisser une cicatrice, prouesse digne d'Oden Kuzuki. Mais le tribut est lourd. Son corps cède sous la pression, ses os se brisent, et pourtant il continue d'avancer à l'aide de ses camarades, notamment Sanji et Chopper. Mais un autre monstre se dresse sur sa route, King, le lunarien. L'homme ailé, impassible, cruel et bras droit de Kaido. Un adversaire d'un tout autre calibre, son corps est presque invulnérable, sa vitesse écrasante, d'ailleurs les deux sont liés à leur capitaine par la même promesse. Ne jamais perdre avant de faire d'eux le roi des pirates. Zoro, en proie au doute, entend alors son nouveau sabre, Enma. La lame d'Oden le teste à nouveau. Elle tire son haki, l'épuise et le pousse à bout. La dernière fois, Zoro avait essayé de la faire rentrer dans le rang de force en décidant de la quantité de haki que cette dernière pouvait lui pomper et il exigeait d'elle qu'elle lui rende le surplus. Mais cette fois, au bord de la rupture, il comprend. Il ne doit pas la dominer, mais l'accepter. Il comprend qu'Oden laissait Enma absorber en continu son énergie pour exploiter pleinement la puissance de la lame. Il comprend également que s'il n'est pas à la hauteur, son haki siphonné en continu finira par le tuer. Mais il n'est pas le genre d'homme à reculer. Si face à Kaido ce n'était qu'un aperçu de son potentiel de conquérant, cette fois-ci il s'éveille consciemment au haki des rois. D'ailleurs, avant qu'il ne reprenne le combat et que Zoro l'emporte, King lui demande s'il souhaite devenir un roi. Zoro répond positivement. Après tout, c'est le minimum pour tenir sa promesse. Un dernier échange, une ultime attaque, et King tombe, vaincu, permettant ainsi l'avènement de Zoro, le roi des enfers. Zoro ne gagne pas qu'un combat, il franchit le seuil final, il n'est plus seulement le sabreur fidèle de Luffy, il est un roi ayant choisi d'en mener un autre au sommet, et plus que jamais, il est prêt à tenir sa promesse, devenir le meilleur épéiste du monde, pour lui, pour son ami, le futur roi des pirates, dont il est l'aile droite. Il nous rappelle que la vraie force ne vient pas forcément des pouvoirs extérieurs à notre personne, elle vient des choix que nous faisons tout au long de notre vie, des sacrifices qu'on ne voit pas forcément, mais qui laissent leurs traces, telles les cicatrices sur l'ensemble de son corps. Zoro est le bras droit rêvé, pour t'élever certes, mais surtout pour s'assurer que tu puisses continuer d'avancer, même après une chute. Nous avons tous besoin de quelqu'un comme Zoro pour nous élever, et si vous n'en avez pas, devenez celui d'autrui. Ok les jeunes, bonne séance, je suis fier de vous. Je dois m'absenter, votre sensei aussi, doit s'entraîner dur. En attendant, reposez-vous bien. Léo, tu connais la chanson, tu gères le retour au calme. Ça fait 2 fois de suite qu'il doit s'absenter en urgence au point de me déléguer le retour au calme. Ça m'inquiète un peu. Mais faisons confiance à Sensei Knife. En attendant, je crois bien que mon heure est arrivée. Léo Sama reprend officieusement le Mambakai. T'es sérieux, Léo? Sensei te confie de temps en temps le retour au calme et tu te crois déjà capable de reprendre le dojo? Oh oh! Mais que vois-je? Quelqu'un d'autre parvient enfin à finir une séance en pouvant parler? C'est pas trop tôt.